Est-ce que le micro porte? Très bien. On peut le laisser comme ça? Donc, le sujet de notre colloque, symposium, c'est 2 ans après le nouvel ordre mondial. Si nous nous étions réunis au mois de juin, on aurait eu une vision du nouvel ordre mondial, et quelques mois plus tard, nous avons une vision extrêmement différente. Les choses se sont précipitées, et quand je dis les choses, chaque événement qui s'est déroulé en quelques mois, et tous les événements qui se sont déroulés depuis 2 ans, sont à chaque fois des événements tout à fait spectaculaires, à la portée tout à fait considérable, et qui à chaque fois créent en quelque sorte un monde nouveau. Donc par rapport à la situation qui existait disons, le 6 octobre 2023, on peut dire qu'il y a eu une série de révolutions considérables qui se sont produites. Bien entendu, il y a certaines tendances de fond qui existaient avant le 7 octobre et qui continuent aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins que on est passé d'un moment à un autre moment. La première conséquence sur le plan mondial du 7 octobre, c'est que on dit que la guerre clarifie toujours et simplifie toujours les choses, mais sur tous les plans. Mais le 7 octobre a été un formidable simplificateur et clarificateur sur le plan mondial et au plan intérieur même d'un très grand nombre de pays en dehors d'Israël et en dehors du monde arabe. Je prends l'exemple de la France. Lorsque je suis allé pour la première fois en France après le 7 octobre, c'était à peu près, je dirais, 1 mois après les événements que nous savons, je rencontre quelques amis en France, et en particulier, je rencontre quelques amis non juifs qui évidemment proches, mais tout de même ayant un regard un peu différent que celui que les Juifs de France, la communauté juive de France, pouvait porter sur les événements. Et j'ai été très frappé d'entendre de certains de ses amis l'affirmation suivante: le 7 octobre est un tremblement de terre politique. Donc je dis oui, évidemment. Je pensais surtout à Israël, aux relations entre Israël et un certain nombre de pays. Et mes interlocuteurs, voyant ma réaction, m'ont tous dit mais non, tu n'y es pas du tout. C'est un tremblement de terre en France. C'est un tremblement de terre en France. Et effectivement, si nous prenons simplement le cas de la France, en France, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le 7 octobre a été, avant tout, du point de vue français, la prise du pouvoir de la rue et la prise du pouvoir, disons, dans l'arène politique d'une minorité arabe et musulmane qui existait, tout le monde savait qu'elle existait, tout le monde savait que son poids montait, mais cette minorité a réellement pris le pouvoir à ce moment. Elle a pris le pouvoir de manière symbolique et de manière réelle. Personne n'a osé s'opposer aux manifestations qui se sont déroulées de manière répétée dans les rues de Paris. Personne n'a osé réellement s'opposer à la multiplication des drapeaux palestiniens absolument partout et dans les circonstances quelquefois les plus incongrues. C'est une révolution par rapport à ce qui se passe en France. Et face à cela, il y a eu une autre révolution. La France étant ce qu'elle est, c'est-à-dire l'éternel pays, on va dire, de l'affaire Dreyfus, l'éternel pays où quand quelque chose de négatif se produit, il peut y avoir une réaction positive à laquelle on ne s'attendait pas plus qu'à la réaction négative première. Il s'est passé que beaucoup de gens ont pris le parti d'Israël. Alors je ne parle pas des gens qui ont pris 5 minutes le parti d'Israël pour ensuite trahir Israël, à commencer
par l'éminent président de la République française, n'est-ce pas, qui a battu tous les records de volte-face en la matière. Non, je parle de milieux politiques, je parle de personnalités politiques ou littéraires ou philosophiques qui ont manifesté un engagement pour Israël, et un engagement pour Israël qui est à la fois pour Israël et pour la civilisation commune dont en réalité Israël est actuellement le représentant. Israël agit comme une sorte de chibolette sur le plan mondial. Vous savez ce que c'est que chibolette, vous savez ce que veut dire chibolette en hébreu. Ici, on est dans le pays où tout le monde sait ce que veut dire le mot chibolette, mais ce dont tout le monde ne se rappelle pas, c'est qu'il y a eu, c'est narré dans la Bible, il y a eu dans l'Israël ancien une guerre civile entre une partie du peuple d'Israël et une autre partie, et le moyen de savoir qui était d'un côté ou de l'autre, c'était de faire prononcer le mot chibolette à la personne que l'on avait en face de soi. Parce que l'ennemi, enfin la partie qui finalement a perdu cette guerre, prononçait le shin, sin, cibolette, au lieu de chibolette. Et donc c'était un moyen de savoir s'il était du bon côté ou du mauvais côté. L'expression est devenue proverbiale en dehors du peuple juif, de la tradition juive. C'est proverbial dans la tradition occidentale, française, judéo-chrétienne, dans notre tradition classique qui nous vient directement de Port-Royal, etc. Donc, Israël est devenu un chibolette, c'est-à-dire vous prononcez le mot Israël et immédiatement, vous prononcez le mot Palestine, mais c'est presque interchangeable. Le chibolette est le même, c'est-à-dire vous savez exactement où se situent les gens. S'il y a demain une guerre civile en France, eh bien on emploiera sans problème ce chibolette-là, voilà, sans le moindre souci. Il est clair que la guerre d'Israël se situe dans une série de sphères emboîtées. La guerre de Gaza se situe dans l'affrontement global d'Israël avec l'Iran et ses fameux satellites, ses fameux proxys, qui sont, je ne vais pas les énumérer, tout le monde les connaît. Après le Hamas, il y a le Hezbollah au Liban, il y a les Houthis au Yémen, il y avait le régime Assad en Syrie, il y a le camp chiite en Irak. Tout cela était parfaitement connu. Donc il y a une guerre entre l'Iran et ses satellites contre Israël. Mais il y a ensuite un troisième cercle, une troisième sphère, c'est ce conflit se replace dans un conflit plus général entre, je sais bien que le terme est un peu fatigué et vieilli, mais disons en gros le monde occidental et à nouveau le terme, il est ce qu'il est, mais c'est le terme qu'on emploie, le sud global. C'est un sud global bizarre puisqu'il va jusqu'au grand nord russe et peut englober l'extrême est, l'extrême orient à travers la Corée du Nord, la Chine, etc. Tout le monde sait qu'il y a donc un autre conflit qui se situe à ce niveau, et le conflit ultime en pointillé qui est là, qui informe et qui a un effet sur tout ce qui se passe, évidemment, c'est la relation conflictuelle entre les États-Unis, superpuissance occidentale, et de l'autre côté, la Chine, qui ne fait que monter économiquement, stratégiquement, géopolitiquement. Voilà quel est le contexte général. Maintenant, si j'ai encore 5 minutes, je voudrais énumérer quelques idées simples concernant directement Israël, que les Israéliens, à mon avis, ont été forcés d'apprendre depuis 10 ans. Premièrement,
Première chose, c'est que les Israéliens se sont rendus compte que réellement, le but de guerre de l'ennemi était de les détruire totalement, de les exterminer totalement, et j'ajouterais, pas seulement de les exterminer, mais de les exterminer de la manière la plus cruelle possible. Vous savez, dans l'armée israélienne, c'est ce que beaucoup de... Moi, je n'ai jamais fait l'armée en Israël, mais ce que beaucoup de gens m'ont raconté, c'est que lorsque les jeunes recrues arrivent à l'armée, la première chose que les officiers leur disent, c'est Israël est le seul pays au monde sur lequel pèse une menace réelle de destruction totale, d'extermination. C'est la première chose qu'on apprend aux jeunes Israéliens qui commencent leur service militaire. Eh bien, cette idée, évidemment, les Israéliens, c'est un concept qui est dans la tête des Israéliens. Mais vous savez, quand vous avez un concept dans votre tête, quelque part, vous n'êtes pas tout à fait sûr que c'est entièrement vrai. Hein? Quand vous avez le concept, par exemple, que la démocratie, c'est le meilleur régime possible au monde, il y a des moments où vous avez... les démocraties vous donnent un tel spectacle que vous commencez à vous demander si c'est réellement vrai ou pas. Les Israéliens, face à ce qui s'est passé le 7 octobre, ont découvert que c'était littéralement vrai. Ils ont eu une piqûre de rappel terrible, et je crois que c'est la première chose, le premier effet, et un effet qui ne va pas partir rapidement des événements du 7 octobre. La deuxième chose que les Israéliens ont appris, c'est que l'ennemi est littéralement à 500 mètres. Je veux dire par là que quand vous lisez les récits portant sur la guerre d'indépendance d'Israël, vous apercevez que tout ce qu'on vous raconte, les circonstances, les mois qui ont séparé la déclaration de l'ONU sur la création d'un État juif de la proclamation effective d'Israël au mois de mai, puis ensuite, vous apercevez que les gens vivent, par exemple, à Tel Aviv, avec Yafo, qui est encore une ville arabe, et je dirais presque une base arabe, et littéralement, il y a 500 mètres qui séparent les forces. Et les gens au cœur de Tel Aviv ont l'air de mener une vie normale, et ils vont proclamer l'État, ils vont danser dans les rues pendant quelques heures. La nuit, on proclame l'indépendance de l'État, mais en réalité, l'ennemi est partout, et la guerre d'indépendance, ça consistera à se battre partout pour transformer une idée en la possession d'un périmètre défendable. À nouveau, le 7 octobre, on a découvert que l'ennemi est à 500 mètres. Il est à 500 mètres à Gaza, il est à 500 mètres en Galilée, il est à 500 mètres à Jérusalem. Quand je dis 500 mètres, ça peut être 1 kilomètre, 1,5 kilomètres. Quelquefois, il y a des visiteurs, des amis qui arrivent à Jérusalem, et ils finissent par poser la fameuse question, mais la fameuse ligne verte, la frontière internationale d'avant 1967, où est-ce qu'elle est? Alors généralement, je ne sais pas pourquoi, mais ces visiteurs posent toujours la question lorsqu'on a traversé la galerie de Mamilla et qu'on arrive devant la porte de Yafo. Et alors ce qui me permet toujours de dire, ben c'est là. Voilà, ici. Ici, quoi, là, maintenant? Oui, c'est ça. Ce qu'on vient de traverser, Mamilla, c'était un no man's land. Et quand on était installé là, ben, on se faisait tirer par les snipers jordaniens qui étaient de l'autre côté. Israël a découvert, à travers cette guerre, que le problème pur et simple d'un territoire suffisamment, disons, protégé et défendu, ce problème gardait aujourd'hui la même acuité qu'il pouvait avoir il y a 77 ans lors de l'indépendance des États. La troisième chose que les Israéliens ont découvert, et c'est une chose très compliquée et très difficile à accepter, c'est que finalement, Israël reste un petit pays et que c'est pas bien d'être un petit pays. Quand vous êtes petit,
vous attirez l'agression. C'est dans l'ordre des choses. Les gros poissons mangent les petits poissons. C'est comme ça. Pour parler en termes géopolitiques, le maître absolu de la géopolitique, vous savez, c'est un grec extraordinaire qui s'appelle Thucydide, et dans un livre qui est l'histoire de la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire de la guerre entre Sparte et Athènes, Thucydide dit à cette phrase que tout le monde répète à qui mieux mieux, « Des dieux nous croyons, et des hommes nous savons que chacun veut tirer le maximum d'avantages de la force dont il dispose à l'égard des autres. » C'est la loi des reins des relations internationales. Quand vous êtes petit, il y a des gens qui se disent, bon, il est petit, donc il est destiné à être mangé. Le monde est destiné à se composer de quelques gros poissons. Donc, il est petit, il sera mangé. Alors, des fois, le petit poisson se défend. Mais ça ne change rien au fait qu'il semble être marqué pour l'agression. Simplement parce qu'il est petit. Et je vais vous donner un exemple de cette réalité terrible. Lorsque, à Paris, par exemple, vous avez une discussion, disons, un peu approfondie, avec une sommité du Quai d'Orsay, qu'est-ce qu'on va vous dire au bout d'un moment? Au bout d'un moment, on va vous dire, d'abord on vous dira à quel point on aime Israël et à quel point on est très soucieux de la sécurité d'Israël, etc. Mais il y a un moment, on va vous dire, enfin, il faudrait quand même que les Israéliens comprennent qu'ils peuvent gagner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À la cinquième fois, c'est la loi des séries, à la cinquième fois, ils ne gagneront pas. Et donc, il vaut mieux trouver le moyen d'un arrangement en faisant des concessions peut-être importantes du point de vue juif, etc. Mais il faut faire ces concessions tout de suite pour éviter le pire lors du cinquième ou sixième round d'une guerre qui est fatale. Quand les gens vous parlent comme ça, en réalité, ce qu'ils ont en tête, c'est que Israël est petit, donc Israël est destiné à être mangé. Généralement, les gens du Quai d'Orsay ne réalisent pas à quel point la France est petite par rapport à d'autres gros poissons dans le monde, et particulièrement à l'est de l'Europe. La quatrième chose, c'est que la supériorité qualitative dont Israël peut disposer et dont Israël a été capable de démontrer, notamment sur le plan militaire, mais pas seulement sur le plan militaire pendant ces 2 ans, c'est tout simplement la ligne de survie du pays. Perdre cette supériorité qualitative absolue, c'est véritablement entrer dans une zone de péril immédiat. Et bien entendu, la poursuite et le maintien de la supériorité qualitative, ça suppose des investissements considérables, des investissements financiers, mais aussi énormément d'autres investissements, des investissements immatériels et des investissements matériels. Je ne vais pas trop m'étendre sur cette question. Le corollaire, c'est que investir, c'est faire toujours des choix impossibles. Et à ce sujet, je voudrais dire qu'il y a eu un débat, on a beaucoup entendu parler, une réflexion, c'est bien naturel, comment le 7 octobre a-t-il pu se produire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, beaucoup de gens ont dit, c'est la faute à la conceptia. La conceptia, c'est, disons, la doctrine stratégique dominante depuis environ 30-35 ans en Israël. Je ne vais pas détailler cette doctrine, une doctrine qui, en particulier, disait il vaut mieux avoir une armée qualitative qui nous permette de réagir à des attaques de l'ennemi que de nous lancer dans des opérations globales, incertaines et coûteuses. Bon, on s'est aperçu que malheureusement, cette doctrine avait des failles, et la faille du 7 octobre était une faille considérable. Mais sans
les investissements sur certains secteurs de la défense nationale qui ont été faits à travers la conception, eh bien, tout simplement, Israël n'aurait pas été capable de contre-attaquer comme il l'a été. Donc ça, c'est un exemple des choix impossibles dont la stratégie est faite. Et les Israéliens dotés d'un cerveau, peut-être que tous les Israéliens ne sont pas dotés d'un cerveau, mais ceux qui sont dotés d'un cerveau ont commencé sérieusement à réfléchir sur cette affaire. Tous les choix qu'Israël est amené à faire sont impossibles. Ça suppose, dans le débat politique qui est en amont du choix stratégique, peut-être un certain nombre, une certaine modération. Je pourrais énumérer beaucoup d'autres considérations sur ce que les Israéliens ont appris depuis 2 ans. Je voudrais tout de même dire un dernier mot. Tout le monde est d'accord en Israël sur le fait que le pays a subi un Waterloo en termes de communication globale. Puisque tout le monde, au lieu de nous soutenir après ce qui était visiblement une attaque d'une barbarie inouïe, eh bien, le monde, au contraire, grande partie du monde, une partie même de la meilleure partie du monde, des démocraties occidentales, a passé une condamnation sans appel contre Israël, des accusations de génocide, etc. Je pense personnellement que 50% au moins de ce Waterloo de la communication, pour être plus précis, 50% au moins des thématiques et des argumentations qui sont employées contre Israël sont made in Israel, sont fabriquées en Israël. Il y a malheureusement en Israël un véritable problème dans une partie des élites israéliennes, une incapacité totale à comprendre que, passé un certain point, la critique du gouvernement en place d'Israël équivaut à un coup de poignard dans le dos à l'ensemble du pays. Je vais vous raconter ici une histoire personnelle et je terminerai là-dessus. Je vais vous raconter une simple histoire personnelle. J'étais un tout jeune journaliste et à l'époque, je pigeais pour le journal, dont j'allais devenir rédacteur en chef, je parle de Valeurs Actuelles, je pigeais et je fais un article en 1975, je pense, sur l'économie israélienne. Certains d'entre vous se rappellent de l'économie israélienne en 1975. C'était pas extrêmement brillant, c'était assez compliqué comme situation. Et bon, moi j'ai fait un papier en travaillant, en faisant la meilleure enquête possible. J'ai apporté mon papier, à l'époque il n'y avait pas Internet, donc j'ai apporté à la main. Et le lendemain, le rédacteur en chef m'appelle et me dit venez donc me voir, il faut que je vous parle de votre papier. Comme c'était la première fois que j'étais convoqué à ce sujet, je me disais qu'est-ce qui s'est passé. J'arrive et mon rédacteur en chef, absolument pas juif, me regarde et me dit écoutez, sans doute c'est un bon article, c'est bien écrit, je n'ai pas de doute, vous avez certainement, tout ce que vous dites est probablement vrai, voilà. Le problème, on vous lit et on se dit, bah finalement, Israël, c'est pas terrible. Ici, dans notre journal, on a décidé d'être pour Israël. Donc, vous allez reprendre votre papier, je le vois encore me donner, vous allez reprendre votre papier, n'écrivez rien qui soit faux, mais débrouillez-vous. Il faut qu'on ait une bonne image d'Israël à la fin du papier. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise, qui est très importante et que malheureusement, beaucoup de gens dans ce pays, en Israël, ne semblent même pas avoir envisagé. Ne semblent même pas avoir envisagé les répercussions de ce qu'ils disent. Il se passe aujourd'hui, comme vous savez, tout un débat autour
de la procureure générale militaire et surtout de la diffusion et des conditions dans lesquelles certaines informations, certaines vidéos ont été diffusées. On ne sait pas encore exactement dans quel but, mais je veux dire, un enfant de 3 ans, ou en tout cas un rédacteur en chef non juif d'un journal en France qui avait décidé d'être pour Israël aurait compris immédiatement. Voilà. Merci.